8h10, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican avec ce matin à la une l'aide humanitaire dans la bande de Gaza toujours critique. Nous entendrons une responsable de l'ONG Oxfam qui déplore la distribution au compte-gouttes de nourriture par l'armée israélienne. Mais avant cela, l'invité de la matinale, 15%. Dans notre vie, nous allons passer 15% de notre temps au travail. C'est plusieurs dizaines de milliers d'heures, presque 12 années cumulées. Le travail fait partie de la condition de notre humanité. Dès le début du livre de la Genèse, quand Adam est encore au jardin d'Éden, Dieu confie à l'homme la mission de travailler et de garder ce lieu. Mais notre rapport au travail semble peu à peu devenir distant. 2 études publiées hier montrent la mauvaise santé mentale liée au travail. 45% des salariés français sont en détresse psychologique. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés. Avons-nous un problème dans notre rapport au travail ? Si oui, lequel ? Que sommes-nous prêts à donner à notre employeur ? Pour en parler, ce matin, je reçois Olivier Babot. Bonjour. Bonjour. Économiste, président de l'Institut Sapiens. Vous avez publié au début de l'année L'ère de la flemme, comment nous et nos enfants avons perdu le sens de l'effort. C'est chez Buchet-Chastel. Olivier Babot, les responsables RH, pour expliquer ce phénomène, pointent la hausse de l'individualisme comme principale cause de la mauvaise santé mentale des actifs. Est-ce que notre problème vient de la hausse de l'individualisme ? Oui, c'est une bonne façon de le résumer. Ce qui est en train de se passer, c'est une mutation très très profonde de notre rapport, en réalité, non pas seulement au travail, le travail c'est une conséquence, mais de notre rapport plus profondément à l'effort. L'effort, c'est la mise à distance du plaisir immédiat. L'effort, c'est ce que ton moi de demain aurait aimé que ton moi d'aujourd'hui fasse, si vous voulez. C'est la réponse à la tension entre l'actuel et l'idéal. Et on a de plus en plus de mal dans nos civilisations, dans notre société actuelle, à se projeter, à mettre à distance le plaisir immédiat, parce que ce plaisir, il est proposé en permanence, de façon immédiate, justement, tout de suite. C'est cette civilisation du tout de suite qui rend l'effort plus difficile qu'autrefois, parce qu'autrefois c'était l'air que vous respiriez, c'était aussi la morale dans laquelle vous étiez élevé. En effet, on a mis de côté, en tout cas il n'y a plus cette prégnance des morales de la souffrance rédemptrice, expiatrice, morale du travail comme vous donnant une identité sociale. Il n'y a plus non plus l'idée qu'on doit quelque chose à sa patrie. Que reste-t-il ? Une sorte d'hédonisme, d'hédoné en grec, le plaisir, c'est-à-dire on vit pour la somme des plaisirs qu'on va y vivre. Mais ça veut dire qu'on n'accepte plus la souffrance dans notre travail en particulier ? C'est-à-dire que la souffrance n'est vue en n'ayant plus aucune légitimité, en tout cas, c'est certain. Alors du point de vue du travail, moi l'une des statistiques que j'avais repérées, c'était intéressant, dans les années 90, vous avez 71% des Français qui disaient que le travail était très important dans leur vie. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 sur 4, 1 sur 5 Français. Et pareil pour la famille. La famille aussi a beaucoup moins de place. Vous parlez d'individualisme, c'est toujours quand même l'un des grands mouvements telluriques qui a été quand même beaucoup remarqué, mais qui continue à être là. On a des modes de vie, on est de plus en plus isolé, d'ailleurs de plus en plus seul en réalité. On va édifier le divan, le canapé et le plaid en objet paroxystique de cette modernité qui vous donne la liberté de ne pas être avec les autres. C'est cette liberté des modernes, c'est une liberté d'être isolé, et non pas comme la liberté des anciens, la liberté d'être avec, de faire partie de la décision collective. Donc en effet, en pratique, et depuis le Covid probablement encore plus, on est dans les civilisations, on est très seul. Cela nous rend-il plus heureux de consacrer moins de temps à notre famille, encore moins de temps à notre travail ? L'erreur absolue, c'est de croire que la somme des plaisirs faisait le bonheur, que l'hédonisme menait à l'eudémonisme, mais pas du tout. La somme des plaisirs rend très malheureux, en réalité, on s'en rend compte, surtout que ce sont, ce que j'essaie de montrer dans le livre, le problème, ce sont des plaisirs bas de gamme, en fait. Est-ce qu'il y a des hiérarchies dans le plaisir ? Expliquez ces plaisirs. Le plaisir bas de gamme, c'est typiquement le scrolling, c'est-à-dire le défilement de la mort sur les réseaux sociaux, le fait que vous allez complètement vous laisser aller à ce que les plateformes ont construit, c'est-à-dire une économie de la captation de l'attention, où on va détourner de façon extrêmement méthodique, mais terriblement efficace, le mécanisme de la récompense du shoot de dopamine que vous avez dans votre cerveau. Ce mécanisme, il est terrible parce qu'il va vous rendre dépendant, un petit peu comme vous êtes dépendant des petits morceaux de sucre, et du coup, il va vous empêcher de vous livrer à des quêtes plus longues, des quêtes de plus difficiles, plus élevées, mais qui vont demander un effort, justement, c'est-à-dire la mise à distance du plaisir. Alors, je peux prendre un exemple, c'est par exemple travailler un instrument de musique. Un instrument de musique, c'est, vous parlez de milliers d'heures, c'est probablement 10 000 heures pour être vraiment très bon. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de souffrance, en particulier pour ceux qui vous écoutent. Eh bien, ça, c'est de plus en plus difficile dans un monde où on a envie d'avoir du plaisir tout de suite, et où l'idée, c'est qu'il doit être possible de se faire plaisir tout de suite, d'ailleurs, d'avoir accès à l'art tout de suite et sans effort. Voilà. Qui sont les responsables de cet éloignement du temps long, de la quête qui prend du temps ?
En fait, il y a beaucoup de choses. C'est une conjonction de beaucoup de choses. C'est par exemple la fin du mérite. Toute la vulgate bourdieusienne qui explique que de toute façon, c'est le système qui décide à votre place, fait que l'effort n'a plus de place puisque il n'y a plus de mérite. Le mérite est vu comme un piège bourgeois et d'ailleurs le savoir lui-même est vu comme une entourloupe, quelque chose qui est là pour justifier des dominations. Donc le savoir lui-même n'est pas intéressant. Même l'ignorance est devenue en soi une forme de valeur. Évidemment, il y a cette idée de mai 68 où pour la première fois, jouir sans entrave est devenu une façon de résister au système. Alors que autrefois, le fait de se faire plaisir n'était pas quelque chose qui était avouable ou dissible dans la société. Ça n'était pas une catégorie. Je parle beaucoup de mes grands-parents où j'explique que ils étaient représentatifs probablement de leur époque et ils avaient connu les deux guerres. Et pour eux, se faire plaisir, ça aurait été extrêmement honteux de dire je veux être authentique, être comme je suis, me faire plaisir, me laisser aller. C'était un truc qu'on ne faisait jamais. Ce qui faisait sa fierté dans sa vie, c'était la fidélité. La fidélité à sa classe sociale, à sa famille, à ce qu'on attendait de vous, à ce que la société attendait de vous, à ce que la patrie voulait de vous. Et évidemment à sa foi, à sa croyance, aux valeurs auxquelles on croyait. Donc l'idée d'être soi-même, d'être authentique, de se laisser aller, c'est quelque chose de très récent en fait. Ça date de quand? C'est à partir de mai 68, et puis après c'est quelque chose qui a infusé petit à petit, et puis évidemment ça s'est développé sur les décombres des morales évidemment du sacrifice de soi dont j'ai parlé. Vous parliez de mai 68, on oppose aujourd'hui souvent les boomers aux plus jeunes. Entre les boomers et les plus jeunes, qui sont les plus individualistes? En réalité, j'essaye de pas trop accuser les générations, et je ne dis pas que les jeunes sont devenus paresseux, c'est une forme d'essentialisation, comme on dirait aujourd'hui, qui à mon avis est injuste. D'abord, il y a une grande variété à l'intérieur de les jeunes, c'est comme on dirait d'ailleurs les boomers. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous vivons dans une époque où tout est réuni pour que nous ayons moins le sens de l'effort qu'avant. Voilà, c'est-à-dire que tout est réuni pour nous épargner les efforts, en particulier aujourd'hui l'intelligence artificielle qui va être là pour, et on le voit avec les étudiants, épargner même les efforts intellectuels. On le sait depuis longtemps pour les efforts physiques parce qu'on a la voiture, on devient sédentaire, et ce monde du tout de suite où tout vous en est fait proposer tout de suite, le repas qui va vous être livré en quelques minutes, et chaque minute de plus est une souffrance extraordinaire du point. Il y a même des offres qui proposaient 10 minutes au lieu de 30 minutes pour vous livrer votre repas directement sur votre canapé. Cette société du tout de suite que j'appelle aussi la société du baba, parce que le baba, comme vous le savez, était un gâteau qui a été inventé pour un roi de Pologne qui n'avait plus de dents mais qui voulait quand même pouvoir mâcher et manger un gâteau. C'est un peu comme le lièvre à la royale, vous savez, pour Louis XIV qui avait plus de dents, on a inventé le lièvre à la royale. Cette société du baba, c'est la société du pré-mâché, c'est la société où ça doit être facile, et c'est même d'ailleurs c'est même théorisé dans marketing, ça s'appelle le Consumer Effort Score, le score d'effort du consommateur. L'idée, c'est que votre offre doit pas être la meilleure possible, elle doit juste être celle qui va demander le moins d'efforts possible pour que le consommateur puisse y avoir accès. Cette espèce de, si vous voulez, de coup de pompe civilisationnel, il n'est pas dans le monde entier, il est avant tout dans le vieil Occident en réalité. Voilà, c'est comme une sorte de fin de cycle civilisationnel qu'on rencontre et qui fait que on a moins d'énergie, les gens sortent moins. Il y a des trucs comme, c'est incroyable, le bed rotting. Vous connaissez le bed rotting, c'est pourrir au lit littéralement. L'idée, c'est que vous allez passer le plus d'heures, idéalement des jours entiers au lit, à évidemment regarder des séries, de faire de binge viewing comme on dit, c'est-à-dire vous les regardez à la chaîne de façon accélérée. Olivier Babot, face à ce constat que vous dressez, comment réagir? Parce que je pense que si vous mettez 10 personnes autour de la table, tout le monde peut se mettre d'accord pour dire que l'effort est intéressant, il faut travailler pour aller plus loin, pour réussir, pour essayer de donner de son mieux. Mais alors, du point de vue individuel, on cherche notre plaisir particulier. Dès lors, comment faire pour que la société aille vers quelque chose qui serait peut-être plus positif? En réalité, le sens de l'effort, c'est le sens de l'éducation. Chez Freud, on passe du principe de plaisir au principe de réalité. Le principe de réalité, c'est de savoir que on n'a pas tout de suite, que parfois il faut attendre longtemps, voire on n'a pas, c'est la frustration, exactement ce qu'on voulait. Finalement, c'est le sens de l'éducation. Tout se passe aujourd'hui d'abord à l'école comme si on ne voulait pas demander d'efforts. C'est d'abord l'école qui a échoué alors. Disons que l'école fait partie des défaites ou des abandons. On ne demande plus le même nombre de textes qu'il y a 30 ans au bac de français. Les exigences sont absolument plus les mêmes. Donc c'est une suite comme si c'était trop dur de demander à nos petits chéris, n'est-ce pas, de faire des efforts, alors que c'est évidemment un service à leur rendre. Après, c'est contestable parce qu'on peut aussi dire qu'ils ont réussi à développer de nouvelles compétences. Ces enfants qui sont formés aujourd'hui à l'école, ils arrivent à manier l'informatique sans doute bien mieux que les générations d'avant, à savoir comment faire une recherche en vérifiant qu'il n'y a pas de fake news. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont déployées à l'école. Non, mais c'est vrai, il y a quelques nouvelles compétences, mais enfin, quand on compare, par exemple, avec des jeunes d'il y a 40 ans, sur addition, soustraction, résolution de problèmes, c'est une chute libre.
Donc, ils ont peut-être de super nouvelles compétences, mais toutes les compétences qui demandent, et par exemple la lecture, qui est en effondrement d'ailleurs dans la société entière. Je montre bien dans les livres combien ça veut dire quoi la lecture. La lecture, c'est vous ne pouvez pas être passif quand vous lisez. Dès que vous êtes passif, vous n'avez pas compris la phrase que vous venez de lire. En revanche, vous pouvez être passif devant les écrans. C'est très différent. Et donc, vous allez avoir tendance, et c'est ça qui est terrible dans notre société, c'est pas qu'on est mauvais, c'est que notre tendance à éviter les efforts, qui était notre tendance de chasseur-cueilleur, si vous voulez, elle est aujourd'hui flattée par des technologies qu'on a créées spécialement pour nous éviter ces efforts, pour nous rendre passifs, pour décider à notre place, comme le font les algorithmes. Et le fait de ne plus lire, ça veut dire qu'on n'est plus capable de faire l'effort supplémentaire. C'est trop dur pour beaucoup de jeunes de faire cet effort d'aller lire des textes où vous allez devoir être actif, alors que les écrans vous laissent passifs. Quels sont les acteurs qui doivent faire en sorte que la société redevienne une société de l'effort? Les entreprises, l'école, l'État? Tout le monde. Et les parents, vous auriez pu dire évidemment, les parents, la famille, premier chef, la famille naturellement. Et d'ailleurs, il y a des très très grandes inégalités dans la transmission du travail sur soi, du sens de l'effort, parce que ce sont des cultures qui peuvent être transmises. Évidemment, l'école dont on a parlé. L'État peut faire un petit peu. Moi, j'étais très contre, mais je crois de plus en plus qu'il faut probablement interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Parce que sinon, d'ailleurs, il y a des pressions terribles. Pourquoi vous étiez contre avant? J'étais contre au nom de la liberté, et puis au nom peut-être de la faisabilité. Alors, je sais que ça sera forcément contourné. La Chine l'a fait, moins de 18 ans, plus de 40 minutes de TikTok par jour, plus de 33 heures de jeux vidéo par semaine, parce que les jeux vidéo sont aussi calibrés en fait, pour vous aspirer, capter votre temps libre. Je crois qu'il faut qu'on fasse une sorte de révolution spartiate. Vous savez, les Spartiates ont eu la révolution de Lycurgue, où ils sont dit, voilà, on est dans un monde extrêmement dur, où on est attaqué de partout, on doit devenir une société de soldats. Et nous, je pense qu'on doit devenir une société de soldats, mais de soldats de l'effort. C'est pas au sens militaire, quoique un petit peu, mais c'est au sens de, si nous perdons le sens de l'effort, on va être bouffé tout cru par ceux qui l'ont encore. Si on s'arrête sur le rôle des entreprises, comment peuvent-elles répondre à une forme de détresse aussi psychologique des salariés dont on parlait tout à l'heure? Faut-il revoir l'organisation du travail, les méthodes de management ou les finalités même de l'entreprise? En fait, elles sont obligées d'ores et déjà de revoir ça, parce que pour arriver à attirer les jeunes, alors déjà, il a sélectionné ceux qui ont vraiment envie de bosser. Il y en a quelques-uns, un peu plus, mais comment on sélectionne quelqu'un? Comment on repère quelqu'un qui a envie de bosser? Ils essaient d'utiliser les bons proxys. Les proxys, c'est toujours les mêmes. C'est les diplômes. C'est les diplômes, c'est l'étude. Un diplôme, ça fonctionne quoi? La capacité à se lever à l'heure, à venir, à rendre à peu près ses copies à l'heure et à satisfaire à des demandes. C'est ça un diplôme. Et sa capacité peut-être de curiosité, d'apprentissage. Rarement le savoir lui-même qui va être acquis après. Mais déjà, les entreprises, elles s'adaptent énormément, elles donnent du temps, elles donnent du télétravail, elles s'adaptent sur les demandes des jeunes. Mais moi, je fais beaucoup de conférences en entreprise et je vois tous les jours le problème de la compréhension entre générations, entre les anciennes façons de travailler, si vous voulez, et puis les nouvelles façons, avec des jeunes qu'on perçoit comme étant très peu loyaux, très mercenaires, s'intéressant peu finalement. C'est une perception ou c'est factuel? Je pense que c'est surtout que le jeune alors c'est vrai, est individualiste, ne perçoit plus que sa vie, ça doit être de l'effort et de la souffrance qui va donner un jour une satisfaction. Il veut tout de suite trouver un intérêt dans ce qu'il fait. Et ça, c'est sans doute une différence par rapport à nos grands-parents pour qui la vie, c'était de la souffrance, c'était difficile. On l'acceptait et beaucoup, par exemple, s'ils aimaient pas leur travail, ils attendaient la retraite pour jouir de la vie. Et aujourd'hui, les jeunes sont plus prêts à ça. Olivier Babot, au moment de la pandémie et de ce fameux confinement, est-ce que vous avez pu observer peut-être un changement dans les pratiques, peut-être accepter justement le temps long? Beaucoup se sont remis, vous parlez d'instruments de musique, à jouer d'un instrument, à accepter des projets qui sont parfois plus sur le long terme. Alors, ça a été assez binaire, c'est dual, ou comment dire, il y a les deux effets. Il y a ceux qui ont réussi à se retrouver, qui ont fait un travail sur eux-mêmes, qui sans doute ont retrouvé le sens du temps long, du défi qui élève. Et puis il y a ceux qui se sont complètement livrés. On vous a laissé 2 mois sur votre canapé en vous disant c'est formidable, vous servez la nation en regardant des vidéos, et ça a créé beaucoup de détresse psychologique. Les chiffres le montrent, en particulier chez les plus jeunes. Il y a des gens qui l'ont extrêmement mal vécu. Il y a des gens qui se sont jamais vraiment remis au rythme du monde, en fait. Et ça a créé aujourd'hui beaucoup par le télétravail. Accentué par le télétravail, puis finalement un sentiment de perte de sens, et puis aussi le sentiment terrible, il faut le dire, que quelque part on pouvait aussi vivre sans travailler, et c'était quand même pas mal. Et ça c'est quelque chose qui reste dans la tête de beaucoup de gens. Donc ça a eu ces deux effets-là. Vous nous avez parlé de la famille, vous nous avez parlé aussi de sens profond, de souffrance. Est-ce que la première chose qui ne manque pas à notre monde, c'est la spiritualité?
La spiritualité, c'est sans doute ce qui vous élève au-dessus de la matérialité, au-dessus ce qui vous fait, qui vous permet de supporter les difficultés actuelles parce que vous êtes tendu vers quelque chose qui est plus haut que vous, en fait. Voilà. Et sans doute, ça manque énormément dans une société où, en permanence, on vous encourage, encore une fois, à voir le plaisir bas de gamme, facile, accessible. Ce qui est terrible dans la spiritualité, c'est qu'elle demande du travail, qu'elle est exigeante, et qu'elle n'est pas facile. Voilà. Et on est dans un monde de la facilité, en réalité. Donc la spiritualité est morte? Non, elle n'est pas morte, elle est moins accessible, parce que justement, en perdant l'effort, on perd le sens de ce genre de choses, et elle est plus difficile plus difficile d'y accéder, parce que le monde d'avant, vous y donnez sans doute accès plus facilement, d'une certaine façon, puisqu'il vous habituait à la contrainte, à travailler sur vous, à ne pas accepter la facilité, à savoir que le monde n'était pas uniquement accès au désir immédiat. On est dans un monde où cet hédonisme, en fait, il amollit et il casse la colonne vertébrale de l'effort, qui pourtant est celle qui, je crois profondément, est capable de créer le bonheur chez nous. Le travail peut-il encore faire rêver? Il peut faire rêver si on arrive à se trouver des passions. C'est encore une fois, c'est très difficile dans un monde manque qui de passion, en fait. Dans un monde qui divertit. Je veux dire qu'on est en permanence dans la poche de quoi vous divertir pendant plusieurs siècles. Et donc, virtuellement, ça peut ne pas avoir de fin, et c'est fait pour vous capter l'attention. Faire l'effort de débrancher ce truc-là, et pour dire je vais essayer de poursuivre quelque chose de plus élevé, à plus long terme, peut-être d'ailleurs que je ne sais pas au juste que ce que je poursuis d'ailleurs, c'est encore plus dur, mais cette idée de quête, elle est peut-être plus difficile, et pourtant elle est toujours possible. On peut le retrouver dans une passion. Peu de gens ont cette chance d'avoir une passion, dans la spiritualité, dans l'idée aussi, dans la curiosité, qui fait qu'en permanence on va avoir soif d'aller découvrir d'autres choses et de grandir à travers cette découverte. Olivier Babot, avez-vous un conseil pour les auditeurs, justement pour essayer de se passionner ou pour essayer d'être dans cette société de l'effort? Je crois que moi, je suis le premier à dire que je suis dépendant aux écrans et que je fais beaucoup de scrolling. Et essayez d'avoir de petites victoires. Fixez-vous des petites règles. Laissez votre téléphone. Échangez plus avec vos enfants. Soyez plus dans la vraie vie. Voyez plus vos amis. Parce que c'est du travail aussi d'entretenir les amitiés. D'entretenir les amitiés, c'est un vrai travail. Ça prend du temps. Ça prend du temps, exactement. C'est quelque chose qu'on fait moins. Les jeunes voient moins leurs amis en vrai. Tous les chiffres le montrent. Donc, prenez l'effort de sortir de vous-même, parce que c'est là que vous vous retrouverez en réalité. Merci beaucoup Olivier Babot d'être venu ce matin promouvoir l'effort, le temps long, et non pas la souffrance, mais peut-être l'acceptation de la souffrance pour un bonheur plus profond. Vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens, et vous avez publié L'ère de la flemme, comment nous et nos enfants avons perdu le sens de l'effort. C'est chez Buchet-Chassel. Il n'y a pas que les jeunes, il y a tout le monde qui est concerné. Oui, on est tous concernés. Ah, tous concernés. Voilà, merci beaucoup Olivier Babot. Merci. Cette émission est évidemment à retrouver comme chaque matin en direct sur rcf.fr et également en direct sur notre chaîne YouTube Radio Notre-Dame. Il suffit d'aller taper Radio Notre-Dame. Vous pouvez aussi mettre des commentaires en direct chaque matin.